Bonjour à tous. Après l'échec cuisant du Cameroun à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement plaide coupable. Titre mutation cette semaine. Le quotidien Le Jour dénonce au sein du gouvernement des incapables responsables du retrait de l'organisation de la CAN 2019. Selon la nouvelle expression, les révélations d'un avocat sur les surfacturations d'un projet de la CAN illustrent un scandale d'État. En clair, c'est la victoire de l'inertie et de la triche, ironise le journal L'Actu, entre blocage administratif, controverse autour de l'attribution des marchés et décaissement tardif. Le quotidien Le Jour affirme que c'est la présidence qui a fait tout foirer. Pour le Messager, le retrait de l'organisation de la CAN 2019 a mis à nu les manœuvres d'un régime qui a fait boire à son créateur Paul Biya la tasse de l'humiliation. Pourtant, le Cameroun a investi plus de 1000 milliards dans les projets relatifs à la CAN, des milliards obtenus par des emprunts bancaires, précise le billet hebdomadaire Défi actuel, et les conséquences économiques liées au retrait de la CAN 2019 s'annoncent dévastateurs. Comment expliquer l'échec cuisant du gouvernement dans l'organisation d'une prestigieuse compétition attribuée au Cameroun depuis 2014? Au regard de ce système de gouvernance et ses méthodes de gestion, le même gouvernement responsable de l'échec de la CAN 2019 peut-il réussir l'exploit d'organiser l'édition 2021 de cette Coupe d'Afrique des Nations, alors que d'aucuns s'attendaient à des sanctions politiques et l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les différentes dénonciations faites à propos des surfacturations? Le président de la République a plutôt dévoilé sa solution pour le désarmement et la réintégration des ex-terroristes de Boko Haram et des groupes armés dans les régions anglophones. Cameroun Tribune estime que c'est une mesure pertinente de décrispation pour permettre aux ex-combattants de retrouver le droit chemin dans une approche inclusive. La nouvelle expression fait un coup de projecteur sur le coordonnateur national de ce comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, Fayengo Francis. Le shérif en mission peut-il réussir la déradicalisation sur le théâtre de la crise anglophone et la lutte contre Boko Haram? L'initiative gouvernementale est-elle suffisante pour éteindre les braises ardentes de la crise anglophone qui secoue la République du Cameroun depuis près de 2 ans? Mesdames, Messieurs, c'est le fil conducteur de Droit de réponse ce dimanche. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Jacques Bimaille. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici, vous l'avez si bien dit. C'est pour apporter une contribution pour l'avancée, pour le développement de notre pays. Vous êtes expert en aménagement du territoire, spécialiste du chemin de fer, polytechnicien et membre titulaire du comité central du RDPC. Également présent sur ce plateau, Cyril Sambaka. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun. Et ce dimanche, il est avec nous, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé. Merci d'être avec nous encore Je salue dimanche. tous les copanélistes. Bien entendu, je salue les téléspectateurs fidèles de cette émission. Et le 4e invité ce dimanche, Maître Roland Djéhou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à tous mes copanélistes ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. C'est un immense plaisir d'être des vôtres ce dimanche. Avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC. Et entrons dans le vif du sujet avec vous, Edmond Kamgia, l'aveu d'échec du gouvernement qui intervient après les révélations de la nouvelle expression et ceux des dirigeants de la CAF sur les faux rapports adressés au chef de l'État à propos des avancements des chantiers relatifs à la CAN 2019. Comment expliquer cet aveu d'échec qui intervient plusieurs jours après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? C'est un signe de clairvoyance de la part du gouvernement camerounais. Pour une fois, le gouvernement essaie très rapidement de tirer les leçons de ses erreurs et de faire mea culpa. Il me semble que c'est une réaction
à laquelle un certain nombre de personnalités ou de formations politiques, peut-être de l'opposition ou de la société civile, ne s'attendaient pas, parce que le gouvernement nous a habitués à la résistance par rapport aux mesures ou aux décisions qui sont prises par des organismes internationaux, par les ONG internationales. Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une décision de la CAF, de la Confédération africaine de football, qui, il faut le dire, a mis les pieds dans le plat et qui, il faut le dire, avait précédé la décision par une visite importante effectuée par son président, Ahmad Ahmad, visite auprès du chef de l'État camerounais. Et il va sans dire qu'au terme de cette visite-là, dont on n'a pas suffisamment évoqué les contours, mais dont la presse, notamment la Nouvelle Expression, a dévoilé les contours, nous permet de savoir qu'en réalité, c'est parce que tout a été mis à nu que le gouvernement, finalement, a reconnu son échec, a fait mea culpa, pour éviter, il faut le dire, les conséquences, notamment de certaines dispositions du règlement intérieur de la CAF. Il faut le dire, il y a l'article 92. Si on ne fait pas attention, on risque d'être suspendu. C'est pour cela que très vite le gouvernement fait mea culpa et accepte tous les décisions qui sont prises par la CAF en ce moment, notamment la décision qui a été prise de nous attribuer plutôt la CAN 2021. Il ne faut pas refuser du tout, il ne faut pas rechigner. Il faut prendre avec les deux mains. Comment on le fait en Afrique? Avec les deux mains. Parce que si le Cameroun ne le prend pas avec les deux mains, les conséquences sont plus graves. Et c'est cette semaine, justement, que la presse, notamment la Nouvelle Expression, a révélé que Paul Biya était déjà au courant de l'intention de la CAF de retirer cette organisation de la CAN 2019 au Cameroun au regard des vrais rapports qui ont révélé les retards accusés dans l'organisation de cette CAN. Cyril Sambaka, vous avez eu plus de détails désormais sur le rôle du gouvernement dans l'organisation de la CAN et son implication, sa responsabilité dans le retrait de cette compétition au Cameroun. Comment analysez-vous ces révélations autour de la responsabilité du gouvernement? Nous devons d'abord dire merci à la CAF. Merci au président de la CAF, merci à son vice-président qui ont mis à nu, n'est-ce pas, ce système, tout simplement parce que tout le monde aime le Cameroun, tout le monde aime le football du Cameroun. Et ce qui s'est passé aujourd'hui nous réconforte parce que nous, on a cette conviction depuis longtemps que la présidence de la République est truffée de faux rapports. Parce que si ce n'était pas le cas, ce pays marcherait. Ce pays marcherait. Donc nous sommes à la fois consternés parce que c'est un très très grand rendez-vous manqué. C'est une humiliation compte tenu du fait que le Cameroun est en capacité de faire une Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est la mauvaise gouvernance qui nous a amenés à la situation qu'on connaît aujourd'hui. On a mis de côté ceux qui étaient capables et puis on s'est organisé, n'est-ce pas, à mettre tout le peuple camerounais devant la consternation, devant l'humiliation. Donc aujourd'hui, c'est un réconfort pour nous de savoir que certaines choses peuvent être désormais analysées. Désormais, on sait que nous avons un gouvernement qui se complaît à faire de faux rapports, qui se complaît à détourner de l'argent, qui se complaît, n'est-ce pas, à créer des clans et à mettre à mal notre pays. Ce pays nous appartient à nous tous, nous devons le construire nous tous. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette situation et qu'on ne pense pas que c'est le début. On a juste eu la chance que ce ne sont pas des Camerounais qui ont dénoncé cela parce que les Camerounais le font depuis longtemps. Mais il s'est avéré que le Cameroun, dans sa grande souveraineté, s'est quand même retrouvé confronté à la CAF qui, ma foi, est au-dessus de la souveraineté. Donc la CAF, vous avez vu comment est-ce que cette CAF était vilipendée et vous avez vu la démarche qu'ils ont utilisée. C'est une démarche noble, c'est-à-dire informer le numéro 1 de la République, lui dire, voilà les preuves avec des films et tout, voilà les preuves que votre gouvernement vous raconte des histoires et vous ne pourrez pas tenir cette canne. Donc voilà, nous on s'attendait peut-être à un tsunami, mais dans la pure tradition du chef de l'État, on attend. Le président de la République qui a depuis 2014, notamment octobre 2014, créé
un comité national de préparation des CAN de football 2016 et 2019 avec 17 ministères impliqués. Maître Roland Diouf, lorsque vous suivez le gouvernement qui plaide coupable comme titre mutation, le gouvernement qui avoue ses échecs, pourtant toutes les assurances avaient été données à l'opinion publique nationale que cette CAN devait se tenir au Cameroun, que les travaux étaient suffisamment avancés pour pouvoir répondre aux exigences du cahier de charges de la CAF. Et aujourd'hui, c'est l'humiliation que subit le Cameroun depuis quelques semaines. Ce n'est pas seulement l'humiliation, nous sommes couverts de honte dans le concert des nations africaines. Et c'est une humiliation qui en a caché une autre. Voyez-vous, je fais ce petit appendice juste en passant. On n'a pas pu être capable au Cameroun d'envoyer un qualifié pour la Coupe de la CAF. C'est-à-dire, c'était quelques semaines avant que la Confédération africaine de football ne nous retire effectivement la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une série d'humiliations qui s'amoncellent depuis qu'on nous a annoncé pompeusement les grandes opportunités. Et nous avons le sentiment que les grandes opportunités se sont transformées comme par magie en grands échecs ou en grandes humiliations. Le mea culpa du gouvernement, de mon point de vue, me semble être simplement une mesure d'étouffement de la situation. On a l'habitude au Cameroun d'observer le déni. Si c'était une organisation camerounaise, un parti politique, des acteurs connus ici qui disaient qu'on n'est pas prêt pour organiser la Coupe d'Afrique, on aurait simplement appliqué la stratégie du déni comme on le voit tout le temps. Mais là, c'est parce que c'était la CAF. Il n'était pas possible d'aller un peu trop loin dans le déni parce que rappelez-vous qu'on a entendu certaines personnes évoquer la possibilité de saisir le TAS comme pour dire que non, c'est une conspiration, c'est un complot qui est en train d'être ourdi et mis en application contre le Cameroun. Donc, le meilleur mea culpa dans un contexte comme celui-là aurait été simplement et purement la démission. Il y a des gouvernements qui nous ont montré que lorsqu'on prend un engagement, parce que c'est ça qui est important dans la question de la CAN au Cameroun, le chef, M. Paul Biya a pris l'engagement sur lui d'être prêt le jour dit. Il n'était pas obligé de prendre cet engagement, mais il l'a fait quand même. Il s'est engagé donc vis-à-vis du peuple camerounais et vis-à-vis de la Confédération africaine de football sur le fait que la CAN serait prête le jour dit. Aujourd'hui, on constate qu'il n'a pris aucune mesure pour être prêt le jour dit. Parce que les retards dans les chantiers veulent simplement dire que celui qui est chargé de faire la prévision, parce que gérer, manager, c'est prévoir. Il n'a pas prévu qu'il pouvait ne pas être prêt. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des aléas, ceci, il y a des aléas climatiques. On attend encore que certaines pièces arrivent de certains bateaux, etc., etc., et pour justifier l'injustifiable. Quand on est médiocre, quand on est incompétent, la meilleure façon de faire son mea culpa, c'est de rendre le tablier. Et le gouvernement qui a choisi d'explorer cette voie et cette main tendue de la CAF au sujet de l'édition 2021. Mais restons sur cette CAN qui a été retirée au Cameroun avec vous, Jacques Bimaille. Lorsque vous posez votre regard d'expert sur les méthodes de gestion et ce système de gouvernance autour de ce projet de la CAN 2019, quelles sont les anomalies que vous avez identifiées qui ont conduit au retrait de la CAN? Je vais d'abord retracer le débat. Nous ne sommes plus en campagne électorale. Nous avons un chef de l'État avec un gouvernement. Nous faisons de la politique. Je dis bien, nous tous, ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, pour construire le Cameroun, pour le bien-être des Camerounais. Je vous donne un exemple. Vous voyez ce qui se passe en France. Le président français consulte tout le monde, y compris Marine Le Pen. Donc c'est pour vous dire que ne mélangeons pas tout. Vous savez, quand un projet est en marche, on fait le monitoring. Il faut faire des réajustements. Il faut reconnaître là où on a échoué, là où on a raté, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous savez, moi, tout ce que je peux dire, vous avez vu la démarche de la CAN, l'exécutif de la CAN. Ahmad Ahmad vous dit, sur la base des experts qu'on envoie,
Moi, ce que j'aurais bien souhaité, c'est que face à ces experts de la CAF, que le gouvernement camerounais ait également des experts camerounais. Il y en a. Vous savez, le football, c'est une industrie. Ça ne se limite pas au stade. Hein. Si moi, en tant qu'expert, quand j'arrive au stade, je regarde un stade qui doit accueillir 50 000, 60 000 personnes. La question que je me pose en tant qu'expert, ce qui me préoccupe le plus, parce que j'ai affaire à des hommes, comment les 50 000 personnes peuvent arriver au stade et comment ils peuvent repartir du stade. Est-ce que ça a été pensé selon vous? Laissez-moi, tout à fait. Je veux donc dire, je crois qu'il nous a manqué des concepts dans des différents secteurs. Lesquels? Je parle par exemple ici, il y a tous les secteurs. Hein. Je prends le secteur du transport, énergie, santé, etc. Je reste sur le transport, sur le secteur du transport. Il nous a manqué un concept clair pour le transport urbain et interurbain dans les différents centres qui devaient accueillir la CAN. Et là, je crois que ce n'est pas un travail de politique, c'est un travail d'experts. Moi, je suis venu ici pour proposer. Vous savez, nous sommes rentrés, je fais de la politique, c'est pour ça que je dis, attention, nous faisons de la politique, ce n'est pas pour nos partis politiques, c'est pour le peuple camerounais. C'est pour le développement du Cameroun. Je dis, il y a eu, c'est une faute, moi je pense que l'absence des experts dans le camp du Cameroun, aujourd'hui, nous met dans une situation où on n'a pas compris les enjeux. La CAN, comme je dis bien, c'est une fête africaine. C'est une industrie, le football. Il faut beaucoup de jours tout autour. Je le dis, et ça en tant qu'expert. Si nous ne nous mettons pas au travail aujourd'hui, j'ai peur que même en 2021, que nous ne soyons pas prêts. Se mettre au travail veut dire... Nous allons en parler dans cette émission. Je vous en prie, Jacques Bimaï. Justement, on va en parler dans cette émission pour l'édition 2021, mais restons d'abord sur les causes profondes du retrait de cette CAN 2019 au Cameroun. Je vous en prie, permettez aux autres d'abord de réagir. Et on reviendra à vous, Cyril Sambaka, sur le diagnostic fait lors de la réunion de crise qui s'est tenue autour du Premier ministre. Il y a eu ce problème de blocage administratif et des responsabilités que se sont rejetées les différents membres du gouvernement impliqués pourtant dans l'organisation de la CAN 2019. Comment expliquer cette attitude? C'est une attitude qui est facile à expliquer. Pour qui connaît l'administration camerounaise, on sait très bien que la grande devise, ce n'est pas d'intérêt, pas d'action. Ça veut tout simplement dire que quand vous avez un dossier à gérer, vous regardez votre intérêt personnel, vous voyez comment vous pouvez l'avoir afin de faire avancer le dossier. Si vous regardez bien ce dossier, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, ce dossier avait été bouclé. Ce dossier avait été bouclé, comme tous les dossiers camerounais. La solution au Cameroun se trouve dans les placards. La solution au Cameroun se trouve dans les archives. Parce que quand vous êtes nommé et que vous êtes en train de développer quelque chose, quand vous êtes remplacé, celui qui arrive prend tout ce que vous avez fait, les projections et tout, met dans les placards, d'autant plus qu'on n'a même plus de plan quinquennaux. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose qui se produit. Vous êtes en charge d'un dossier, vous le ficelez, vous l'adressez à qui de droit, c'est-à-dire à la présidence de la République, et puis à ce niveau, on s'assied dessus. Et puis on commence donc à le déconstruire. On commence à le déconstruire parce que l'intérêt qui était supposé être le vôtre, vous qui avez monté le dossier, doit passer la main. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un dossier qui était pourtant terminé, en train d'être refait, et de quelle manière? Dans l'urgence. Parce que encore là, il y a un autre niveau, c'est que quand les dossiers sont faits à temps, les marchés sont passés à temps, il y a de fortes chances que le prestataire puisse donner le juste prix et ensuite faire le travail qu'il faut. Mais quand c'est en urgence, toutes les chances sont là pour multiplier le prix par 4 et puis faire signer, n'est-ce pas, à celui à qui on attribue le marché, si jamais ce n'est pas un prête-nom, etc., etc. C'est ce que nous vivons au Cameroun depuis longtemps. C'est la raison principale pour laquelle le Cameroun n'arrive pas à décoller. C'est la raison pour laquelle il y a des routes qui n'existent pas, mais qui existent dans le papier.
nous connaissons ce phénomène. Nous le connaissons et nous disons, quand dans un pays, il n'y a pas la transparence, quand dans un pays, il n'y a pas le dialogue, on n'a que des ministres qui bombent le torse. Nous avons une administration qui ne tient pas compte des experts. Nous pensons qu'à partir de l'ENAM, on peut bâtir un Cameroun. Non. Ce n'est plus possible en ce siècle. Les fonctionnaires ont leur rôle à jouer. Ils doivent se limiter à leur rôle. Les experts ont leur rôle à jouer. On doit le faire. Moi, je dois dire que je suis surpris parce que beaucoup de Camerounais, y compris un de nos panélistes, qui est là, lui-même, il a été victime d'être intelligent, d'être expert, parce qu'il ne fait pas bien d'être expert camerounais. Quand bien même vous êtes membre de ce parti-là, ce n'est pas bien parce qu'on dit aux avocats, on dit aux prestataires, mettez votre avocat de côté, venez seul, etc. etc. Et la nouvelle expression, justement, on a parlé cette semaine, Edmond Kamgia, la révélation d'un avocat sur la surfacturation d'un projet relatif à la CAN. L'un de ses clients qui devait aller à la présidente de la République, qui finalement l'a écarté à la dernière minute, et il a constaté que les prix ont énormément évolué et selon lui, le projet n'a pas toujours été achevé jusqu'à cette heure. Oui. La nouvelle expression parle d'une CAN Gate qui se dessine déjà. Effectivement, je pense que la CAN Gate, elle est déjà en route depuis la décision prise par la CAF de nous retirer l'organisation de la CAN 2019. L'article dont vous parlez, qui a été publié par la nouvelle expression, concerne en réalité un avocat qui est un ami de la maison, Maître Célestin Kengoum. C'est lui qui fait cette déclaration-là. Il est avocat d'une société qui est concernée par cette affaire de marché, mais il est contraint de rester à Douala. Il ne peut pas bouger parce que des instructions ont été données à la société de mettre de côté l'avocat. Et puis finalement, comme vous le dites si bien, les montants sont plus élevés que le montant de base, la surfacturation. C'est pour vous dire en réalité qu'aujourd'hui, les Camerounais, dans l'ensemble, attendent quelque chose du chef de l'État. Et ça dure, parce que depuis plusieurs jours, depuis une semaine, peut-être une dizaine de jours déjà, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait au moins deux choses. La première, c'est que le gouvernement, le chef de l'État, tire toutes les leçons de la situation orchestrée par ceux qui sont chargés d'organiser et de superviser, de gérer, n'est-ce pas, qui étaient chargés de gérer les travaux de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Mais visiblement, rien n'a encore fait. En tout cas, ce n'est pas encore visible ce qui est peut-être en train d'être fait. C'est-à-dire quoi, en réalité? La première des choses, je disais tantôt, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement qui est très attendu depuis. Gouvernement dans lequel on verrait certains responsables qui sont connus de tous et dont les médias en ont parlé. Il y a même eu des visages, il y a eu des articles dans la presse écrite. Les médias audiovisuels en ont parlé. C'est vrai que dans l'audiovisuel, on n'a pas beaucoup cité des noms, mais la presse écrite a cité des noms. Je ne reviendrai pas là-dessus. On sait très bien qu'au niveau du secrétariat général à la présidence, comme au niveau du secrétariat général et des services du Premier ministre, tous ceux qui coordonnent les activités en lien avec la CAN sont directement concernés. Et le gouvernement qui doit être mis en place, on s'attend à ce que les responsables, les principaux responsables, que le chef de l'État tire toutes les responsabilités et fait en sorte que ceux qui sont concernés rendent gorge. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. La deuxième chose, c'est qu'avant de continuer les travaux, parce qu'il s'agit de continuer et achever les travaux dans les délais que le gouvernement s'est lui-même donné, c'est-à-dire mars 2019. Parce qu'il faut se le dire, si le gouvernement camerounais, si l'État du Cameroun ne respecte pas son propre délai de mars 2019, ne vous attendez pas à ce que 2021 soit confirmé. Parce que ça dépend de ce qu'on devra faire. Mais avant de continuer les travaux, il faut auditer, vous faire un audit. Est-ce que les mêmes personnes, est-ce que les mêmes sociétés peuvent continuer avec le risque de produire les mêmes résultats, c'est-à-dire les mêmes retards, les mêmes causes, produisant les mêmes résultats? Je pense qu'il est important qu'on fasse le point avant de continuer. Et le ministre des Finances qui a suggéré un inventaire des différents projets relatifs à cette CAN qui a finalement été retirée au Cameroun, du moins l'organisation de l'édition 2019. Roland Djiou sur les causes profondes de ce retrait. Le gouvernement qui évoque le blocage administratif,
les entreprises prestataires qui se plaignent des décaissements tardifs pour pouvoir réaliser les projets sur le terrain. Pourtant, les financements sont censés être disponibles. On nous a même dit qu'il y avait une sorte de moratoire sur les autres financements et que tout devait être mis en priorité désormais. Le même ministre des Finances, que la priorité devait être désormais les décaissements relatifs à la CAN. Donc, je confirme simplement, comme vous l'avez dit vous-même, qu'alors que les financements étaient disponibles. Voyez-vous, c'est même très curieux, cette demande qui est faite. Quand on dit qu'il faut inventorier les prestataires retenus dans le cadre des travaux de la CAN, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit au Cameroun, aucune administration qui est chargée de faire le monitoring. Parce que M. Bimaï, pour qui j'ai beaucoup de respect, l'a dit tout à l'heure fort pertinemment. Quand on a conduit un projet comme celui-là, le monitoring ne doit pas être une activité à temps partiel. Je crois que c'est même le cœur de la réussite de la conduite de projet, le monitoring. Alors, si aujourd'hui, parce qu'il y a eu le retrait, on se précipite pour chercher à faire un inventaire, ça veut dire qu'on a fait un peu de la navigation à vue jusque-là. Deuxième chose, M. Noufele, nous brillons dans ce pays, le gouvernement brille par l'inertie. Et l'inertie, ce n'est pas seulement ce que vous avez touché tout à l'heure lorsque vous avez fait votre présentation, c'est-à-dire les acteurs, disons, au deuxième niveau ou au troisième niveau. Comment est-ce qu'un chef d'État qui reçoit une gifle comme celle-là peut prendre autant de temps pour réagir, même simplement par l'usage de la parole? Parce que figurez-vous bien qu'à l'heure où je vous parle, il ne me souvient pas que M. Biya-Paul ait une réaction officielle concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une cause profonde de notre problème au Cameroun. C'est l'inertie. C'est cette inertie qui est l'inertie du leadership central lui-même. Le 30, lorsque la décision est prise, j'ai beaucoup rigolé parce que M. Biya-Paul a pris un communiqué ce jour-là. Et c'était pour féliciter le président du Laos pour la fête nationale du Laos qui était prévue le 2 décembre. C'est-à-dire qu'on est le 30 et notre pays aime tellement le Laos qu'il prend sur lui de lui adresser ses félicitations pour une fête qui n'aura lieu que 2 jours plus tard. Alors que le jour même dont on parle, le 30, il y a un événement, une secousse sismique de la nature de ce qui a été le retrait de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et nous sommes rendus déjà plusieurs jours après, aucune réaction. C'est donc cette inertie-là qui est la cause profonde. La deuxième cause profonde, c'est quelque part le cynisme de notre gouvernance. Parce que, encore une fois, nous discutons de quoi? Des responsabilités. Mais nous faisons l'effort de ne pas toucher la responsabilité. Encore une fois, et je le dis sans gêne, gouverner, c'est prévoir. C'est certes commander, mais c'est aussi prévoir et surtout contrôler. On ne peut pas tout le temps accuser les subalternes, qui chaque fois d'ailleurs rappellent qu'ils agissent sous haute instruction. On ne peut pas chaque fois condamner les subalternes sans questionner la responsabilité du donneur d'ordre. Je ne dédouane pas, voyez-vous, je ne dédouane pas ici la responsabilité des subalternes. Loin s'en faut. J'indique simplement qu'on ne peut pas se passer d'un questionnement sur la responsabilité du donneur d'ordre. Dans un système où l'inertie a gangréné tout le monde, parce que voyez-vous, personne ne parle de la possibilité d'une enquête parlementaire, par exemple. Il est possible, dans un contexte comme celui-là, que le Parlement mette sur pied une commission d'enquête parlementaire pour voir clair dans cette histoire, parce que toutes les enquêtes qui sont menées par les fonctionnaires actuellement, on sait très bien ce que ça va donner. Certains qui ont les manettes en main peuvent l'utiliser pour régler des comptes, etc., etc., etc. Et officiellement, justement, aucune enquête, ni judiciaire, ni parlementaire, n'a été évoquée. La presse aussi insiste, Jacques Bimaï, sur l'inertie et ce système de gouvernance qui a joué en défaveur du Cameroun. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je reviens d'abord sur la première question. Je parlais du problème des infrastructures où nous avons manqué, il y a eu une absence de planification. Et je vais dire aussi ceci. Dans un pays, on doit éviter, surtout au niveau de l'État, que ceux qui ordonnent soient ceux-là qui décident
qui va faire quoi, et que c'est cela aussi qui évalue. Ça veut dire qu'on ne peut pas être juge et parti. Vous savez, notre rôle, c'est de vous dire comment ça se passe dans de grands pays. Ce n'est pas de la magie. Le Cameroun ne va pas inventer la roue. Je vous ai dit qu'un pays comme l'Allemagne fédérale, au niveau de l'État, il n'y a pas une structure d'exécution. Parce que tu ne dois pas être ordinateur. Celui qui ordonne, c'est celui-là qui choisit l'entreprise qui va faire le travail, etc. Il y a aussi un autre problème. Lequel? Non, laissez-moi, on continue. Non, je vous en prie, ça, y a allez-y. pas, bon. Et puis il y a l'autre côté. La société camerounaise, malheureusement, on attend un grand événement. Cette société est divisée. Avant la présidentielle, nous connaissons bien la crise avec nos frères et sœurs anglophones. Après la présidentielle, il y a une contestation. La diaspora camerounaise n'est pas en phase avec nous. Vous savez, ça aussi, c'est un problème politique peut-être que nous devons comprendre. Quand on attend un grand événement, il faut trouver des solutions pour que nous soyons tous unis et que nous regardions le même objectif. Et il y a aussi quelque chose qui nous a échappé, le problème de la sécurité. Le football, c'est une fête africaine. Je vous donne seulement un petit exemple. L'un des plus grands pays qualifiés, ou bien les pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc., les corridors, c'est de passer par le Nigeria et rentrer par le sud-ouest. Cette route n'est pas en sécurité. On ne pouvait pas organiser la CAN dans ce contexte-là. Au fait, je viens seulement de soulever ici quelques points où aujourd'hui nous devons réfléchir dessus pour pouvoir construire et puis avancer. Bon, maintenant, moi je vous ai dit, il est tout à fait normal quand il y a échec, qu'on se pose des questions. C'est tout à fait normal. Mais je refuse, ce que je refuse, c'est qu'on... J'ai toujours l'impression qu'au niveau du Cameroun, nous sommes tout le temps en campagne. Nous oublions tous nous avons des responsabilités devant un peuple. Nous avons une jeunesse qui est presque perdue, qui cherche des emplois. Et nous devons créer des emplois. Le football aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une industrie. On a échoué parce qu'on a un retard sur le plan des infrastructures. Vous voulez organiser la CAN, alors que pour quitter la ville de Douala pour aller à Japoma, il faut passer par le carrefour Ndokoti. Aujourd'hui, sans CAN, parfois on peut passer 4 heures là. Ce n'est pas possible. Moi, je pense, c'est pour ça que j'ai parlé tout à fait d'espère, laissons la campagne. Il faut construire ce pays. Et ce pays a besoin, là je suis avec le président Sambaka, de tous ses fils. Mais nous tous aussi, nous devons comprendre que quand il y a un président qui est élu, nous devons lui apporter le soutien nécessaire. Et que deviennent ces comités de pilotage qui ont été mis en place? Laissez-moi terminer. Vous savez, que deviennent ces comités? Vous avez la parole. Que deviennent ces comités de pilotage qui ont été mis en place et qui veulent continuer pour la CAN 2021? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand on fait le monitoring, ça veut dire qu'on réajuste. Ce qui n'a pas marché, il faut qu'on corrige. Et je sais que dans ce pays, il y a un chef de l'État. Les Camerounais ont voté, on vient de voter. Il y a un chef d'État, il y a un responsable. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui faire des propositions. Tout à l'heure, je vais en faire. Si vous voulez, je commence à faire des propositions. Juste avant vos propositions, permettez aux autres aussi de réagir sur la problématique actuelle. Alors, lorsqu'on évoque la responsabilité à la fois des membres du gouvernement impliqués dans ce projet, qui ont eux-mêmes fait le diagnostic de l'échec concernant l'organisation de la CAN, quelle mesure doit intervenir juste après? Ben, si on était dans un pays normal, je pouvais vous répondre. Mais le Cameroun est un pays vraiment surprenant. Parce que vous voyez, vous venez de voir tout de suite que d'un côté, il y a des gouvernants, le gouvernement, de l'autre côté, il y a la présidence de la République, qui se détestent et qui se font des coups bas. Voilà le Cameroun. Et voilà les Camerounais qui souffrent pour rien parce qu'une nomenclature, n'est-ce pas, se disperse et se dit, parce que les ministres d'un côté savent qu'ils n'ont pas accès au président de la République, il ne fait pas des réunions ministérielles. Vous voyez, donc, c'est à peine s'il connaît des ministres. Tout se passe
à la présidence de la République, et la présidence de la République a pris sur elle d'écraser tout ce qui vient des ministères, et puis le Premier ministre, on le voit, on sait qu'il n'a pas de force, etc., etc. Vous voyez, dans cet embroglio, les gens mettent le désordre pour voler de l'argent. Et ils volent de l'argent depuis longtemps. Et c'est en cela que la longévité du pouvoir du président de la République crée de sérieux problèmes au Cameroun. Parce que si nous avions interpellé le président de la République et qu'il nous avait écoutés, je pense que nous ne serions pas là. Mais il a fallu que ce soit la CAF qui vienne lui présenter les preuves au Palais de l'Unité pour qu'on arrive à connaître cette situation. Vous êtes d'accord avec moi que ce gouvernement a passé son temps à bomber le torse. J'en ai vu qui ont déclaré que quand le président de la République donne une instruction, la haute instruction du président de la République, alors c'est comme un ordre, cela va se faire, et en temps. Donc quand on a suivi tout cela, on connaît un peu le Cameroun, et on se dit, Dieu merci, la CAF a existé, le Cameroun est un pays souverain, mais la CAF est là pour éclairer et les Camerounais et le président de la République que nous sommes en train de jouer avec ce pays. On ne peut pas continuer à jouer avec ce pays parce que les Camerounais souffrent. On regarde comment est-ce que les choses se passent. Nous avons besoin localement de travailler. On nous bloque. Vous croyez que c'est seulement la CAN qu'on a bloqué? Depuis combien de décennies on bloque la décentralisation? Mais c'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Et je dis que nous ne pouvons rien faire dans ce pays si nous ne nous asseyons pas autour d'une table pour rebâtir les fondations du Cameroun. Parce que les fondations du Cameroun, c'est sur le sable mouvant. Il faut qu'on emploie toute la technologie nécessaire pour que les Camerounais se regardent, pour que les Camerounais se parlent, pour que les Camerounais commencent à s'aimer, pour que les Camerounais aient ces liens de solidarité qu'on a connus par le passé. Il faut que le Cameroun soit debout. Le Cameroun ne peut pas être debout avec une présidence de la République qui a comme adversaire son propre gouvernement. Ça ne peut pas marcher. L'aveu d'échec de la CAN et du gouvernement qui traduit, selon Cyril Sambaka ici présent, une politique gouvernementale qui ne favorise pas l'essor du pays. Edmond Kambia, vous êtes éditorialiste également. Vous venez de suivre le diagnostic que vient de poser Sambaka qui va au-delà du sport pour révéler à la fois de nombreux blocages institutionnels qui sont en cours au Cameroun et qui sont effectués en défaveur de la majorité des Camerounais. Oui, les blocages, ils sont nombreux, mais surtout, ils ne sont pas du tout nouveaux. Et le chef de l'État lui-même l'avait reconnu dans l'un de ses discours de fin d'année, décembre 2013. Et j'ai toujours apprécié ce discours parce que c'est l'un des rares sorties du chef de l'État où il a été le plus sincère. Parce qu'il disait, nous avons tout, que nous manque-t-il? Il faisait le diagnostic du dysfonctionnement et de l'incapacité de son gouvernement à produire les résultats escomptés. C'était un discours complet. Mais entre 2013 et ce jour, nous sommes 5 ans après. S'il fallait refaire notre discours ce 31 décembre, que dirait le chef de l'État? Parce que s'il dit le même discours qu'à 2013, cela signifie que lui n'a pas tiré les leçons de son propre message à la nation d'il y a 5 ans. Et malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées entre 2013 et 2018. Cela signifie qu'il y a péril en la demeure. C'est d'autant grave que nous sortons d'une élection présidentielle très controversée. Nous sortons d'une élection où il y a à la fin une crise post-électorale qui n'est pas achevée du tout. On n'a pas encore trouvé la solution de la crise post-électorale. À cela vient s'ajouter l'affaire de la CAF. L'affaire de l'organisation de la CAN 2019 qui nous a été retirée. Et que, j'allais dire très gentiment, le président Ahmad Ahmad nous propose 2021. Parce qu'il n'était pas obligé de nous proposer 2021. Parce que s'il applique le règlement, on va nous suspendre au moins pour 2 éditions. On va payer des amendes. Mais donc, c'est pour cela que je disais tantôt dans mon mot préliminaire que c'est bien comme le gouvernement a fait son mea culpa, a saisi des 2 mains, n'est-ce pas, cette nouvelle opportunité que nous offre la CAF. C'est pour dire qu'en réalité, dans cette affaire, dans tout ce qui se passe au Cameroun depuis quelques mois, depuis octobre jusqu'à ce jour, il y a trop de problèmes sur le plan politique. Il y a trop de problèmes sur le plan sportif, mais il y a davantage, et c'est le plus important à mon sens, la crise anglophone, qui dure depuis plus de 2 ans.
C'est inadmissible qu'on en soit arrivé là. Regardez ce qui se passe depuis quelques mois. Ce sont les parlementaires allemands qui sont là, qui sont arrivés depuis quelques jours, après les parlementaires britanniques, après les sénateurs américains, qui viennent eux-mêmes de visu voir ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas apporté une solution à la crise anglophone? On va y revenir peut-être tout à l'heure, mais je tiens à dire que tous ces blocages, tous ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à crédibilité la stature d'homme d'État de sagesse qu'on attribue au chef de l'État. Et la CAF qui propose désormais l'édition 2021. Roland Djéhou, est-ce que ce même gouvernement responsable de l'échec de la CAN 2019 peut-il réussir l'exploit de permettre au Cameroun d'être prêt pour l'édition 2021 de la CAN? On ne remplace pas quelque chose qui ne marche pas par quelque chose qui ne marche plus. Le stade d'Olembe, les travaux, la pose de la première pierre du stade d'Olembe a eu lieu en 2011. On n'avait pas encore attribué la CAN au Cameroun puisque ça ne s'est fait qu'en 2014. Lorsque le discours dont M. Kamgi a fait allusion est prononcé, on est en 2013, on n'a pas encore obtenu l'attribution de la CAN en 2014. Si on avait tiré les leçons, M. Noufele, on n'aurait pas attendu 2018 pour accélérer les travaux de la CAN entre juillet et août, comme l'a dit le deuxième vice-président de la CAF. Ils observent qu'il y a eu une accélération entre juillet et août. Qu'avons-nous fait avant? De 2014 à 2018, qu'avons-nous fait pour attendre juillet, août 2018 pour accélérer des travaux qui ressemblent à l'accélération du processus de décentralisation qui date de 22 ans aujourd'hui. Et on nous a dit, lors d'un discours, qu'on allait l'accélérer. Mais depuis que ce discours a été fait, peut-être que l'accélérateur a disparu dans le véhicule qui nous gouverne actuellement. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense quand on est un Camerounais qui vit dans ce pays, justement? C'est-à-dire que nous, on se connaît, comme on dit au quartier, on se connaît en détail. Effet d'annonce à nouveau. Donc, il n'y a, de mon point de vue, particulièrement rien à attendre de 2021. D'ailleurs, on s'est empressé de dire que les travaux seraient prêts en mars. Attendons de voir mars. Vous savez, l'avantage avec le temps, c'est qu'il finit toujours par arriver. On peut enfumer une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas enfumer tout le peuple tout le temps. Mars n'est pas loin. D'ailleurs, à un moment donné, certains acteurs faisaient croire que c'est parce que le cahier de charges a changé, qu'on est passé de 16 à 24. Question, si on devait organiser la CAN à 16, elle s'organisait en janvier. Sommes-nous prêts, nous, Cameroun, en décembre 2018, à organiser une CAN à 16 en janvier, dans un mois? Il me semble que non. Donc, attendons de voir mars si, effectivement, on tire les leçons de nos échecs. Et j'aimerais indiquer à l'attention de M. Bimaï que je suis à peu près d'accord avec le tableau qu'il plante, sauf que c'est un tableau qui ne correspond pas au Cameroun. Il est dans le souhait, il est dans le vœu. Il souhaite que ses camarades du parti qui a été déclaré vainqueur de la dernière élection, même s'il dit qu'on n'est plus en campagne électorale, il souhaite qu'ils fassent leur mieux. Il souhaite par exemple que la gouvernance actuelle se convertisse en un concept qui est cher au professeur Maurice Kamto, à la théorie du gouvernement transactionnel, c'est-à-dire discuter. Il a pris l'exemple de la France, mais justement c'est le bon exemple. Avons-nous discuté au Cameroun? Sommes-nous face à un gouvernement qui est capable de discuter? Nous avons l'impression que nous avons des gens qui sont autistes. Ils n'écoutent que leur propre voix. Ils n'écoutent que la voix de ceux qui sont habitués à graviter autour d'eux, aux fonctionnaires. M. Bimaï est un expert. Il aurait fallu mettre sur pied un comité d'experts camerounais pour évaluer les travaux. Oui, je suis d'accord avec lui, mais qui devait mettre en place ce comité d'experts? Si ce n'est le gouvernement, M. Bimaï. Justement, ne faisons pas de la politique. Disons la vérité aux gens. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les choses se sont passées que nous voulons le mal du Cameroun. Au contraire. Et en étant parfaitement d'accord avec le président Sambaka tout à l'heure sur la proposition de s'asseoir une fois pour toutes dans ce pays, de discuter. Si nous nous asseyons pour nous mentir, on ne sera pas sorti de l'auberge. On ne peut pas s'asseoir et continuer de se dire non, il ne faut pas tout mélanger. Le président de la République a donné des instructions, ce n'est pas lui qui doit en même temps donner des marchés, etc. Je termine simplement sur la question des marchés. Au Cameroun, il y a un code des marchés publics. Mais on s'arrange. Et monsieur le président Sambaka l'a dit sans terminer son propos, je me permets de terminer à sa place,
quand on s'organise pour être dans l'urgence, c'est parce qu'on veut passer de la passation habituelle ou de droit commun des marchés publics au gré à gré. Pourquoi le gré à gré donc? Pour avoir la liberté du choix du prestataire, pour pouvoir surfacturer le cas échéant et donc installer ou bien confirmer la gabegie dans laquelle nous vivons depuis 36 ans et ça va continuer dans 7 ans encore. Que vous évoquez, ce gouvernement peut-il réussir l'exploit d'organiser l'édition 2021 de la CAN qui sera attribuée au Cameroun si le Cameroun est prêt dans les délais prescrits par la CAF? Jacques Bimaï, vous êtes expert, vous analysez le processus d'avancement des travaux, l'implication des différents comités de pilotage mis en place pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Peuvent-ils réussir cette mission de l'édition 2021 de la CAN? D'abord, je vais répondre au président Sambaka. Président Sambaka, le fait de réaliser des travaux en urgence ne peut pas justifier qu'on se facture. En tant qu'ingénieur, je vous dis aujourd'hui, si vous voulez avoir un stade sans structure annexe, vous prenez le nombre de sièges, le nombre de places, multiplié par 1500 €. Si vous allez à 2000 € maximum, avec le complexe, un complexe avec des hôtels, vous êtes autour de 2000 € pour un stade. Vous prenez donc le stade de 50 000 places, multipliez ça par 2000 €, ça vous donne le prix. Donc, au fait, ce qu'il y a ici, ce que je dis, c'est qu'il faut que chacun puisse faire son travail. Le politique ne comprend pas ça, au fait. Si vous voulez construire une route, je peux vous dire tout de suite, par exemple, je sais ce que ça coûte. C'est pour cela que la Banque mondiale se pose la question aujourd'hui que pourquoi les projets coûtent aussi cher au Cameroun. Vous savez, nous voulons construire ce pays. Moi, je suis venu, nous devons construire, nous devons nous développer, nous devons aider à ce que pour qu'on puisse se développer, il faut quand même qu'il y ait des industries, il faut qu'il y ait des infrastructures. Et ça, c'est le travail des politiques. Il y a quelque chose qui ne faut pas. Je dis, apportons des propositions, il faut construire. Il y a un chef, c'est pour ça que je ne veux pas aujourd'hui rentrer tellement dans les détails. Oui, on peut organiser la CAN en 2021. En 2019, c'était impossible. En tant qu'expert, je le dis. En 2021, si nous nous mettons au travail, parce que je viens seulement de vous donner quelques indices, par exemple pour un expert, le transport, je pense seulement à la ville de Douala, le transport urbain, comment ça va se passer? Il y a l'endocoti là, des points d'engorgement, c'est pas possible. Comment je vais faire pour ceux qui vont venir de Kumba, de partout là-bas par exemple, de Konsamba, de machin? Il faut tout un concept. Et ça, il y a les fils et les filles de ces pays qui sont capables de le faire. Ce n'est pas le travail des politiques. Ce qui me fait mal, c'est-à-dire on essaie de politiser tout ici. Et c'est tout à fait normal. Et comme je vous dis, quand on mélange tout, c'est un fourre-tout. Et on en arrive là. Dans tous les pays du monde, on organise une société en mettant des garde-fous. Ces garde-fous, je voudrais seulement que le président comprenne que nous puissions tirer des leçons pour que nous puissions avancer. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Ce pays a des potentialités. Nous devons nous parler. Nous devons nous organiser pour que nous puissions, par exemple, être solidaires. Il n'y a pas un Camerounais de trop. Ça, je le dis. Cette diaspora, ça me fait mal. Vous voyez comment le chef d'État est poursuivi, on crie comme nous. Mais non, c'est une institution, ça me fait mal. Ce sont les fils du Cameroun. Et en plus des experts, là, quand même, une grande partie de cette diaspora, des membres de la diaspora, croyez-moi, ces gars, ce sont des gros experts. Ils savent exactement ce qui se passe. Je pense que nous devons nous donner la main. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que ce gouvernement actuel, qui a décidé de mettre sur pied un groupe de travail dans la perspective de la CAN 2021, est-ce que ce gouvernement doit continuer avec les mêmes méthodes de gestion? Pas du tout. Excusez-moi. Il y a, pour pouvoir y arriver. Il y a échec. Le patron, le président de la République qui est élu par les Camerounais doit prendre ses responsabilités. Notre rôle, c'est de lui proposer, comme c'est ce que je suis en train de vous dire là-bas maintenant, on va rentrer en détail. Il a besoin d'avoir à côté de lui une équipe d'experts, pas une équipe de politique. Qu'est-ce que vous voulez, par exemple? Il y a les commissions techniques dans tous ces ministères. Est-ce qu'un expert peut dire non à un ministre? Vous voulez qu'un gouverneur dise non à un ministre? Ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'il y a cette solidarité gouvernementale et tout. C'est pour ça que je dis, je ne voudrais pas entrer là. Je ne suis pas entré ici, c'est pour... Nous voulons construire. Et si vous voulez construire, il faut toujours tirer des leçons de tout ce qui se passe.
Je vous ai dit que même au niveau de la gouvernance, nous n'inventons pas la roue. Il y a des pays qui ont réussi. Nous devons seulement tout faire, comment ils ont fait, et on peut avancer. C'est tout ce que je peux dire. Concernant cette CAN 2021 qui pourrait être attribuée au Cameroun, vous savez, la Côte d'Ivoire aussi qui souhaite s'accrocher. Le Cameroun doit présenter des arguments solides concernant les infrastructures sportives, hôtelières et autres éléments prévus dans le cahier de charge. Faut-il continuer avec les mêmes méthodes de gestion concernant un projet aussi important? Il faut d'abord condamner avec la plus grande violence l'attitude du gouvernement camerounais qui continue de dire qu'en mars, tout sera prêt. Avec toutes les malfaçons qu'on peut connaître à ce dossier, en mars, si ils forcent ce projet et qu'en mars, ils disent que c'est prêt, nous allons nous constituer et nous allons leur porter plainte. Pourquoi vous n'y croyez pas en ce Parce que délai ce de n'est pas mars possible. 2019? Parce que ce n'est pas possible. Vous comprenez? Il y a... Est-ce que vous savez que la CAF, qui aime le Cameroun, parce qu'ils l'ont prouvé, peut se taire pour ne pas alerter les gens sur les malfaçons? Parce que dans la précipitation, je parle sous le contrôle d'un ingénieur, quelqu'un qui a exporté son expertise, même s'il est du parti au pouvoir et que ce parti n'a pas pu le reconnaître à sa juste valeur. Je vous dis qu'il est possible que dans la précipitation, qu'il y ait des malfaçons. Parce qu'un stade a un délai de construction. Ces infrastructures ont des délais. On a privé les Camerounais de la main-d'œuvre. On a privé les cimenteries camerounaises de vendre, de travailler. On a privé beaucoup de Camerounais de bénéficier des infrastructures liées à la CAN. On a tout importé. Mais je vous dis que ces choses-là, c'est de la technique, ça a un délai. Et ce qui est dangereux dans ce pays, c'est que nous n'avons pas un consortium de techniciens camerounais qui doivent systématiquement accompagner des projets quand nous avons des partenaires extérieurs. C'est-à-dire que c'est encore les administrateurs qui s'occupent de ces affaires-là. C'est eux qui signent les papiers, c'est eux qui donnent les marchés. Les techniciens, puisqu'il y en a à l'étranger, les Camerounais ne sont pas importants. Voilà les experts camerounais qui devraient bâtir ce pays, qui devraient donner leur avis à chaque chose qu'on pose dans ce pays. Ils ne le font pas. On ne laisse pas la possibilité de le faire. Donc, si on nous livre ces travaux en mars, nous allons nous constituer pour porter plainte à ce gouvernement parce que ce n'est pas possible que ce soit prêt en mars. Par contre, il faut que nous préparions celle de 2021 en toute sérénité, en toute transparence et avec des points de presse à chaque évolution. Qu'on ne voit plus dans ces stades comment on ferme les stades aux journalistes, comme nous l'avons souvent vu, pour que nous ne puissions pas avoir l'information. Les Camerounais ont droit à l'information, c'est cette information. Parce que tant que dans notre pays, on ne vote pas, on contrôle, on sanctionne, alors nous sommes dans un système de dictature qui ne dit pas son nom. Par contre, quand les partenaires, parties prenantes seront les populations, et qu'on va travailler en symbiose, en toute transparence, ce pays va se relever très rapidement. Parce que les experts, il y en a. Les Camerounais ont une ingéniosité terrible. Les Camerounais ont ceci de mauvais que pris individuellement, ils sont forts. Mais collectivement, ils n'arrivent pas à s'accorder parce que le système n'est pas bon. Et le gouvernement qui a mobilisé plus de 1000 milliards de francs CFA par emprunt bancaire dans la perspective de réaliser tous ces projets relatifs à la CAN, et 2019 qui s'annonce hypothétique en matière de rentabilité de ces investissements. Edmond Kambia, le gouvernement qui s'attendait à mobiliser d'importantes ressources fiscales liées à l'activité touristique, hôtelière et d'autres activités génératrices de revenus durant la période de forte consommation liée à cette CAN qui finalement a été retirée au Cameroun. Oui, malheureusement, c'est la situation dans laquelle est empêtré le gouvernement camerounais et le Cameroun d'une manière générale. Parce que depuis 2014, au moins, on s'attendait à avoir une CAN organisée au Cameroun en 2019. Ce ne sera plus le cas. Et tous les budgets
empruntés, tous les budgets qui ont été positionnés et qui ont été affectés et qui ont été mis en œuvre, notamment à travers les chantiers sur le terrain, qui ne sont pas encore achevés. Il faudrait voir dans quelle mesure maintenant, puisque on a obtenu de continuer avec la CAN en 2021, on a différé. Le terme utilisé par la CAF, c'est qu'on diffère de 2019 à 2021. Cela signifie que les fonds alloués à la CAN, pour l'essentiel, doivent continuer dans les chantiers, mais par rapport aux priorités, il faudrait peut-être revoir qu'est-ce qui est prioritaire, parce qu'on a quand même, entre 2018 que nous sommes et 2021, il peut y avoir d'autres priorités en relation avec les questions d'éducation et de santé des Camerounais, parce qu'on ne va pas tout affecter définitivement à la CAN, qui n'est plus urgente en 2019, mais on l'aura en 2021. Il va falloir revoir. Soit peut-être le chef de l'État prendra une ordonnance, je ne sais pas si le Parlement va se réunir à nouveau pour orienter le budget qui a été affecté, notamment la grande partie qui a été affectée pour poursuivre les travaux de la CAN. Il y a quelque chose qui mérite. En tout cas, il y a une réflexion à faire là-dessus au niveau du gouvernement. Et avec vous, Jacques Bimaï, sur le montage financier de tous ces projets relatifs à la CAN 2019, une CAN qui finalement a été retirée au Cameroun, pourtant le gouvernement misait autour de cette présence importante des spectateurs venus de 24 pays africains, autour de l'activité économique qui devait être dense et dynamique durant cette période-là. Quels sont les effets liés au retrait de l'organisation de cette CAN? Oui, M. Nouféré, ce que je peux dire, le fait qu'on ait renvoyé la CAN, je crois que c'est une bonne solution pour le pays. Parce que, je vous ai dit, le football, c'est une industrie. Déjà, en ce moment, les gens devaient se bousculer, les touristes, pour visiter le Cameroun. Et pendant la CAN, si elle est bien organisée, avec tout ce que je vous ai dit, parce que c'est une industrie. C'est pour cela qu'il faut des infrastructures de base. Par exemple, le transport de masse, les tramways, l'organisation du train de la CAN. Que quand quelqu'un vient, il peut tomber à Niala. À partir de Niala, il y a un centre où il y a les bus qui les accueillent là-bas et on les transporte. C'est des choses, au fait, la CAN, c'est pour vendre le Cameroun. C'est pour que ceux qui investissent, ils ne peuvent pas amortir sur la CAN. Ils vont amortir sur la durée. Ça veut dire que ceux qui doivent arriver au Cameroun ne doivent pas rentrer dessus. C'est pour cela que je comprends que pendant ces 2 ans, c'est un coût. Quand je dis un coût, c'est-à-dire c'est une charge pour les hommes d'affaires camerounais, pour l'État du Cameroun, mais peut-être c'est le prix à payer. Parce qu'après, si nous faisons des choses très bien, je suis convaincu que le pays va gagner. Mais il est question aujourd'hui que nous puissions tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Et je vous ai dit aussi sur le plan de la sérénité, la solidarité nationale, que les Camerounais puissent se parler, que nos leaders politiques puissent se parler, que le chef d'État puisse parler avec Kamto, avec Cabral Libi, avec Foundé et consorts, que nous puissions trouver une solution avec les Camerounais de la diaspora et qu'on trouve rapidement une solution définitive à la crise anglophone. Et surtout aujourd'hui, bien sûr, revoir au niveau de la gouvernance pour essayer, nous savons maintenant que nous n'avons pas beaucoup de ressources. Le chef de l'État doit tout faire pour que le train de vie de l'État soit revu et que surtout qu'on ouvre davantage l'œil. Je viens de vous dire aujourd'hui que c'est très simple. Aujourd'hui, un expert, même si vous êtes pressé, je n'ai pas besoin d'un jour pour vous donner le prix d'un stade de 50 000 places. À peu près. Je vous le donne. Vous voulez construire un tramway. Je vous dis tout de suite ce que ça peut vous coûter. Donc vous savez, il y a des choses. Nous devons comprendre que c'est sérieux. Nous devons nous serrer la ceinture parce que c'est les Camerounais qui vont payer tout ça, au fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour cela, nous les politiques, nous devons tout faire pour que les choses se passent autrement pour l'intérêt général. Vous parlez de dialogue, mais le gouvernement a refusé d'accorder l'autorisation à la conférence générale anglophone qui devait se tenir à Buea afin de permettre aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest de discuter des causes profondes de la crise anglophone. Le président de la République a plutôt donné la priorité à la mise en place d'un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés dans les régions anglophones.
Cameroun Tribune, qui estime que c'est une mesure pertinente de décrispation pour permettre aux ex-combattants de retrouver le droit chemin dans une approche inclusive. Maître Roland Diouf, cette solution de Paul Biya à la crise anglophone, un comité de désarmement, c'est un pas vers la paix, selon vous? Moi, je crois que le vœu de M. Bimaï, c'est que le chef de l'État écoute. Mais je crois qu'il en est incapable. Il est incapable d'écouter parce qu'il ne discute même pas avec ses ministres. La question de la commission dont vous parlez, c'est une autre... Je ne veux pas utiliser un gros mot, mais je crois que c'est un peu incongru de vouloir régler une crise par la faim. Dans tous les processus de résolution des crises qui ont existé sur la Terre, on ne commence pas à la résoudre par le désarmement. Je suis désolé, si vous étiez M. Fayengo Francis qui vient d'être nommé, et on vous dit vous êtes nommé président d'une commission pour aller désarmer les gens, il va à Kumbo ou à Manfé, il demande aux gens, venez me donner les armes. C'est ce qu'il a lieu de faire. Qu'est-ce qu'on a fait avant pour que le désarmement soit possible? Et l'original vaut toujours mieux que la copie. Parce que lorsque le professeur Maurice Kamto s'est adressé à ses concitoyens le 26 novembre dernier, effectivement, dans le plan qu'il a proposé pour la résolution de la crise, il y a eu justement cette idée du désarmement. Il me semble que les conseillers de M. Biya-Paul ont copié cela. Mais ils ont mal copié parce qu'il ne s'agit pas d'un gadget. C'est une mesure qui doit s'inscrire dans un processus global. On commence au minimum par créer les conditions du cessez-le-feu. D'un. De deux, on discute des modalités du désarmement. Parce que quand il y a une crise où les gens ont pris des armes, où on ne sait pas exactement qui sont ces belligérants qui ont pris les armes là, vous allez vous retrouver en face des gens qui peut-être parce qu'ils voient les avantages qu'il y aura à faire partie des désarmés, qui vont venir se présenter à vous comme s'ils étaient dans le conflit alors qu'ils n'y sont pas. Il y a des préalables. Et ça explique, ça illustre encore la façon dont nous sommes gouvernés. S'il y avait eu un cadre du dialogue, je veux peut-être comprendre qu'on ne veuille pas accorder au cardinal Toumi d'organiser la conférence générale anglophone. Mais qu'avons-nous fait en face? Qu'est-ce que le gouvernement a organisé comme lui aussi cadre général de dialogue? Il aurait pu le faire à Yaoundé s'il le voulait, pour que justement toutes les parties prenantes, tous les fils et filles du Cameroun s'asseyent et discutent du processus qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à une paix et à une paix durable. Mais non, on gouverne encore une fois par le décret comme d'habitude, sans écouter personne, sans consulter personne, et on crée une autre commission pour résoudre un problème qu'on a nié. Parce que, rappelez-vous, juste après la prestation de serment, les turiféraires du régime sont montés au créneau pour dire « La guerre, nous la gagnons. Nous sommes en train de la gagner, cette guerre. » C'est juste une question de temps. Le déni. On nie un fait et on vient juste après créer une mesurette pour donner l'impression qu'on veut faire gentil. Non, il n'est pas question de cela. Le président il faut qu'on soit sérieux et qu'on prenne les Camerounais au sérieux. Après vous, Edmond Kamgia, sur ce comité de désarmement, démobilisation, de réintégration, à la fois des ex-combattants de Boko Haram, mais aussi ceux des groupes armés qui sévissent dans les régions anglophones, est-ce que l'initiative peut réussir à pacifier notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest où il y a le plus de violences meurtrières enregistrées ces 2 dernières années? Je vais introduire mon propos pour répondre à votre question en citant Alain Perfit de l'Académie française, qui a été un très proche collaborateur de Charles de Gaulle, qui a été ministre, journaliste et écrivain. Dans son ouvrage intitulé « L'aventure de la guerre au XXe siècle, 1900-1945 », il dit notamment que l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Mais il va plus loin, puisque nous sommes en pleine politique, nous sommes sur les questions politiques, il dit que la politique, c'est l'histoire en train de se faire. Et l'histoire, c'est la politique déjà faite. Quand je le cite, c'est pour dire que l'acte que vient de prendre le chef de l'État est un acte important sur la forme et sur le fond. Mais
chaque acte qu'un homme d'État prend, il doit le prendre en mesurant les conséquences de cet acte dans le contexte sociopolitique, surtout l'opportunité de l'acte. Est-ce que cet acte est opportun ici et maintenant? Ma réponse est non. Et pourquoi? Parce que c'est comme on l'a si souvent dit sur ce plateau, sur d'autres débats, le président de la République a pris un bon acte, mais il a mis la charrue avant les bœufs. Il a mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'en réalité, il commence par la fin. C'est un processus, c'est-à-dire que la solution qu'il prend, c'est une solution finale qui est l'aboutissement d'un processus qui n'a pas commencé du tout. Parce que le processus doit commencer par un dialogue, par l'ouverture d'un dialogue entre les belligérants. Parce que nous sommes dans une situation, puisqu'il s'agit de la crise anglophone, de la guerre qui sévit dans le nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des parties belligérantes, il y a des forces gouvernementales d'une part, de l'autre côté des bandes armées, des forces dites sécessionnistes. Ils sont en guerre, il y a des morts de part et d'autre, des centaines de morts, et c'est chaque jour qu'il y a des morts. Le chef de l'État ne peut pas un matin se réveiller et sortir un décret à la suite d'un discours où il a dit de déposer des armes, de dire on crée le comité national de désarmement, de mobilisation et réintégration. Je l'ai précisé, l'acte est bien, mais il n'est pas approprié. Parce qu'il aurait d'abord fallu donner une chance à la conférence générale anglophone, qui aurait été, j'allais dire, la pépinière du processus qui allait aboutir à la décision qu'il a prise. Malheureusement, il n'a non seulement pas donné une chance à la conférence générale anglophone, initiée par un certain nombre d'organisateurs, dont le cardinal Christian Toumi et ses confrères religieux musulmans et presbytériens, mais en plus, il nomme à la tête du comité une personnalité qui n'est pas reconnue pour son approche au dialogue du tout. Deux, il prend une décision, je l'ai dit tantôt, qui n'est pas commode au moment où il y a des préalables qui auraient pu être faits pour amener, j'allais dire, les bandes armées à moins de méfiance. Parce que je peux vous dire ici que cette opération va échouer. Alors, avant que l'on ne parle de l'opération en elle-même, Cameroun Tribune insiste sur le fait que cet appel, ce comité a été mis en place après l'appel lancé par le chef de l'État pour que les différents groupes armés dans les régions anglophones puissent déposer les armes. Cyril Sambaka, sur l'initiative du président de la République qui s'inscrit dans une démarche de pacification des régions anglophones. Ce sont les propos à la fois des acteurs politiques qui ont réagi dans les colonnes de Cameroun Tribune, qui saluent l'initiative du président de la République. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous êtes favorable à la démarche qui a été entreprise par le chef de l'État? Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites et moi je pense que nous traversons des moments tellement difficiles et que nous avons une responsabilité, celle d'élever nos enfants, nos petits-enfants, de laisser un Cameroun debout, un Cameroun qui gagne, pour que des turiféraires aujourd'hui se mettent à dire n'importe quoi. Le président de la République n'a pas la science infuse. C'est un être humain. Et vous voyez très bien comment son gouvernement le trompe. On a vu ça au football tout à l'heure. Oui. Donc le président de la République a déjà fait des erreurs. Et il peut continuer à faire des erreurs. Il faut intégrer cela. C'est pour cette raison qu'on parle du dialogue. Qui fuit le dialogue, fuit la vérité. Il faut que ce soit clair. Quand on a dit ça, à ce moment-là, on peut dire, pour que les Camerounais comprennent bien, qu'on nous apporte un disque DVD et on veut le faire lire par un lecteur CD. Radio cassette. Voilà ce que ça donne. Ça ne donne rien du tout. Et ça ne donnera rien du tout parce que le préalable, c'est d'abord le dialogue, la réconciliation, le pardon, maintenant la mise en marche de tous ces mécanismes pour que le Cameroun retrouve son unité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors quand vous n'avez pas fait le dialogue, vous n'avez pas fait la réconciliation, vous n'avez pas fait le pardon, vous voulez sauter. C'est exactement donc ce disque DVD qui ne lira jamais dans un lecteur CD. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut dialoguer. On ne peut pas économiser le dialogue. On peut le repousser. On peut continuer à compter les morts. Mais tant que nous n'allons pas dialoguer, ce problème ne sera pas
résolue. Monsieur Cédric Noufélé, c'est face à vous que je l'avais dit il y a 2 ans, que tel que nous voyons les choses arriver, la résistance est passive, un jour elle sera active, et si on ne dialogue pas, on sera dans un melting où on ne sortira plus. Et je pense, sincèrement, que le Cameroun n'a pas besoin de cela. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Cameroun a besoin d'impulser l'Afrique. Le Cameroun ne doit pas tomber dans le piège du Congo, parce que ce sont ces 2 pays qui sont les pays phares de l'Afrique et qui portent l'Afrique. Le Congo est en guerre depuis des décennies. Le Cameroun ne doit pas s'enliser dans des guerres, sinon seront responsables ceux qui nous gouvernent, parce que nous savons que le Cameroun a besoin de paix, le Cameroun a besoin de se développer, le Cameroun a besoin d'encadrer. Et justement, le président de la République qui a privilégié ce comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration avec à sa tête un coordonnateur national, Fayengo Francis. Et vous, comment appréciez-vous l'initiative du gouvernement, la stratégie mise en place de son coordonnateur pour pouvoir mener à bien les missions qui lui ont été assignées? Monsieur Fayengo a été gouverneur ici dans le littoral. C'était un grand homme, un grand comité d'État, ça on ne peut pas le nier. Moi je dis, c'est quelqu'un qui a des principes, qui a de bonnes méthodes. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Bon, je reviens pour dire ceci. Je disais tout à l'heure là, nous avons 2 ans qui seront difficiles, il y aura des pertes économiques, ça c'est vrai. Mais pour gagner, il faudra qu'il y ait des investissements directs étrangers dans 2 ans à partir de cette canne-là dans notre pays. Parce qu'on va faire des efforts pour mettre des infrastructures techniques et sociales en place. Mais je dis ceci, les investisseurs ne vont pas dans un pays où il y a instabilité politique, où il y a crise sociopolitique comme dans le sud-ouest et le nord-ouest. Dans un pays où on conteste tout le temps les élections. Moi je fais des propositions. C'est pour ça que je dis que les politiques doivent se parler avec le chef de l'État. Qu'on limite désormais les prochaines années la contestation électorale au Cameroun, parce que dans un tel pays, vous bloquez le développement de votre pays. C'est pour cela, moi, je dis, nous les politiques, quand j'entends là, nous tous là, l'opposition, le RDPC et tout, parfois nous oublions pourquoi nous ne faisons pas de la politique pour nous servir. Mais c'est pour développer le Cameroun. Et sur le cas de la crise anglophone. Posons. Sur le cas de la crise anglophone, dès le départ, vous connaissez ma position parce que je connais aussi très bien ce problème. C'est un problème social, c'est un problème politique. Et on ne peut pas bâtir le vivre ensemble, sans dialogue, sans consensus, parce que ça ne se décrète pas. Puisque même dans une famille, entre un homme et une femme, quand il faut divorcer, quand ça ne va pas, il y a divorce. S'il vous plaît, nous devons faire attention, parce que nous avons l'État-nation. Le Cameroun, je suis tout à fait d'accord. Un seul mètre carré, un seul millimètre carré du Cameroun ne doit pas être cédé. Le chef d'État a cette responsabilité. Mais l'unité nationale, ça fait dire, sur les composantes sociologiques, il faut faire très très attention. C'est ça l'unité nationale. C'est pas la politique de justice sociale, c'est par le dialogue. On a vu ça un peu partout. Je pense que notre pays a besoin aujourd'hui de comprendre ces choses. Et je souhaite que le président, le chef de l'État, qui est un homme sage, qui comprenne qu'il devrait nous laisser un pays avec des institutions solides. Parce que sinon, je dois vous le dire sincèrement, j'ai peur. Or, nous devons aller vite. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi exactement? Non, j'ai peur que, par exemple, que nous continuions à traîner le pas avec un développement, par exemple, parce qu'on veut émerger en 2035. Moi, je peux même que ça peut aller, ça pourrait aller même trop vite. Vous savez, quand on voyage, nous autres, on voit des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Il y a quelque chose, nous devons nous poser des questions. Le chef d'État lui-même l'a dit, hein. Nous avons tout comme les autres pays. Pourquoi dans ces pays ça ne marche pas? Est-ce que les politiques sont là pour bloquer le développement du Cameroun? Je dis non. Le chef de l'État est interpellé, c'est le premier Camerounais, M. Sambaka. Il ne faut pas dire que le chef d'État n'est pas sourd. Hein. Il a dit au cours de dans son discours d'investiture dernièrement, aidez-moi. Il a dit. Il a demandé de l'aide à tous les Camerounais de bonne volonté.
C'est pour cela que je dis que même l'opposition n'est pas seulement là pour dire non, pour dire que non, les élections sont passées, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Essayons de regarder l'avenir et essayons de corriger, de réajuster pour qu'on n'ait plus, par exemple, la consultation électorale, qu'on n'ait plus de détournements, qu'on n'ait plus de surfacturation. J'ai proposé que pour cela, que le chef de l'État s'entoure d'un cabinet d'experts indépendants, pas des fonctionnaires, des gens qui ne peuvent que marcher pour lui dire la vérité. Les gens qui sont capables de lui dire que voilà tel projet, ça coûte tant. Ils peuvent aller lui dire que, monsieur le chef de l'État, ce projet, non, ça ne coûte pas 10 francs, ça coûte plutôt 5 francs. Et sur la crise anglophone, alors que le président de la République choisit de mettre sur pied ce comité, il y a une pression internationale qui monte. Après la visite des parlementaires allemands, ce sont 10 sénateurs américains qui ont écrit à leurs responsables du gouvernement fédéral américain afin que la pression soit davantage exercée sur le Cameroun, afin que ce problème de la crise anglophone soit résolu. Maître Roland Dioul, les organismes internationaux, les grandes puissances internationales qui commencent de plus en plus à être agacées, à être inquiètes de la situation sociopolitique au Cameroun. C'est même cela le rôle des Nations Unies. Souvenez-vous que les Nations Unies ont été mises sur pied pour garantir la paix et la sécurité internationale. Nous sommes depuis 2 ans dans une situation de crise qui s'aggrave de jour en jour. C'est de nature à porter atteinte effectivement à la paix et à la sécurité internationale. Et la communauté internationale, c'est de son rôle justement lorsque il y a ce genre de problème dans un pays, d'intervenir pour rétablir la paix. Nous sommes dans un pays où justement, et c'est encore une fois malheureusement une illustration de l'autisme de notre gouvernement. Voyez-vous, le dire, ce n'est pas faire de la politique. Le dire, à mon humble avis, c'est être honnête. Le secrétaire général des Nations Unies était au Cameroun. Le secrétaire général de la francophonie était au Cameroun. Le secrétaire général du Commonwealth était au Cameroun. Dans le cadre de la crise anglophone, il y a déjà au moins 1 an de cela. Et tous ont été reçus en audience par le chef de l'État proclamé. Tous lui ont dit qu'il faut le dialogue. Tous. Maintenant, quand M. Bima nous dit que M. Biya-Paul a demandé de l'aide, moi je me pose la question, il a demandé cette aide à qui? Puisque c'est encore lui qui, au lieu de créer le cadre du dialogue pour que l'aide multiforme lui vienne de manière sincère et inclusive, choisit encore de se concentrer sur l'acte qu'il aime le plus utiliser, le décret, pour nous sortir quelque chose du chapeau et ne pas résoudre la crise. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien avec le temps, c'est qu'il finit toujours par arriver. Les mécanismes internationaux qui sont ratifiés par le Cameroun, parce que là encore, on fait souvent le procès de la souveraineté. Parce qu'il semble que pour certains, la souveraineté, c'est quand on vous dit que tout va bien chez vous. Et quand on commence à vous dire que vous ne respectez pas vos engagements internationaux, on commence à parler d'ingérence, etc., etc. La souveraineté du Cameroun nous a conduit à être partis à des instruments internationaux et à des organisations internationales. C'est le cas pour l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes membres de l'ONU. C'est le cas pour l'Union africaine. Au sein de 2 organes que je viens de citer, il existe, pour le cas de l'Union africaine, un Conseil de paix et de sécurité dont la mission, un peu, dirait-on, dans le prolongement de celui du Conseil de sécurité des Nations Unies, de veiller à ce qu'il y ait la paix dans nos pays. Et donc, quand s'amoncelle dans un même pays comme le Cameroun, qui est un pays au demeurant assez sensible en Afrique, une situation sécuritaire qui perdure depuis plus de 2 ans aujourd'hui, depuis 2 ans environ aujourd'hui, sans solution. À cela s'ajoute un hold-up électoral, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a eu un hold-up électoral au Cameroun. Tout cela, c'est de nature à contester la paix et la sécurité qu'on veut voir s'installer durablement dans nos pays. Ajouter à ça la gouvernance de base. J'emprunte à M. Bimaï tout à l'heure et je fais peut-être une petite virgule pour parler des investissements directs étrangers. Expliquez-moi comment est-ce que dans un pays qui veut se doter d'infrastructures, alors qu'il existe toutes les techniques de financement des infrastructures que nous avons tous étudiées, on choisit de s'endetter pour financer soi-même la construction des infrastructures, alors que par exemple, le partenariat public-privé existe. Le BOT par exemple,
en 2004, si on avait choisi de construire, par exemple, les infrastructures majeures de la CAN à travers le Build, Operate and Transfer, on aurait fini aujourd'hui. L'image que je prends pour expliquer ça, c'est comme si vous avez votre terrain à Douala. Vous n'avez pas les moyens de mettre dessus un immeuble R+8. Et quelqu'un vous dit, ok, je peux mettre l'immeuble R+8, je vais l'exploiter 20 ans, 25 ans, je vous paye votre loyer, et après 25 ans, l'immeuble vous revient. Je peux vous garantir que si vous signez un tel contrat avec un investisseur, il a intérêt à construire vite l'immeuble, parce que dès qu'il aura fini, il va commencer à percevoir ses loyers. On choisit au Cameroun d'emprunter de l'argent et de l'avoir dans une caisse à côté pour financer soi-même au compte-gouttes en payant les sacs les camions de sable à des prix et concernant qu'on ne comprend pas. Pour la crise anglophone, on ajoute une situation d'insécurité à l'insécurité en envoyant des militaires sur le champ de bataille là où tout le monde attend la paix. Ça aussi, c'est le président de la République, justement, qui a prévu la guerre coûte de l'argent. Dans ce comité de désarmement, le président de la République a prévu que ce comité, qui doit être dirigé par Fayengo Francis, doit collaborer avec l'ONU et d'autres organisations internationales. La prise en compte de cette spécificité, Edmond Kamga, est une preuve que le chef de l'État reste attentif aux préoccupations de la communauté internationale. Oui, il est attentif aux préoccupations de la communauté internationale, mais il en fait, c'est-à-dire qu'il prend les décisions sans tenir forcément compte de la préoccupation de la communauté internationale. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre. C'est-à-dire qu'il écoute, il est à l'écoute de la communauté internationale, mais quand il met en œuvre ses décisions, il ne tient pas forcément compte des suggestions faites par la communauté internationale. Je prends l'exemple de l'acte qui a été pris, qui crée le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. J'ai dit cet acte-là aurait pu réussir s'il avait tenu compte de tout ce dont on parle tantôt, de la question du dialogue, de la réconciliation, du pardon, et par ailleurs même, de la possibilité d'une action qu'il a prise dans le passé, il y a un an, l'arrêt des poursuites. Et pourquoi pas initier un projet de loi qui vise l'armistice pour permettre aux Camerounais de l'extérieur même de revenir au pays, à ceux qui sont en brousse là de revenir sans crainte aucune, pour un dialogue national inclusif et participatif. Je voulais dire que sur l'acte qui a été pris, qui crée ce comité national de désarmement, il y a quelque chose qui me gêne. C'est qu'on a mis dans ce comité, c'est-à-dire que la cible, c'est deux guerres. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également la guerre dans l'extrême nord, la lutte contre Boko Haram. On a intégré les deux. Or, les deux guerres n'ont pas la même nature, sont de nature différente. La guerre qu'il y a dans l'extrême nord, qui est plus ou moins contenue, a une origine extérieure. Elle est exogène. Elle vient de la guerre contre Boko Haram que mène le gouvernement nigérian contre le groupe terroriste. Elle nous a seulement trouvés chez nous. La nature, elle est externe. Alors que la guerre que nous connaissons dans le nord-ouest et le sud-ouest, elle est interne. Elle est propre au Cameroun. C'est lié à l'histoire, à la société. Elle est politique. Elle est politique. Donc, pour résoudre un problème ou deux problèmes de ce type, on n'aurait jamais dû mélanger les deux. Ce comité, je peux vous le dire, qui sera plus efficace par rapport à la guerre qui est menée contre Boko Haram. Parce qu'il y a une expérimentation en cours déjà par rapport à ceux des anciens membres de Boko Haram qui reviennent et qui sont pris en charge. Ça peut marcher pour la guerre contre Boko Haram, mais ce comité ne pourra, j'ai dit, ne peut pas marcher en ce qui concerne la guerre dans le nord-ouest et le sud-est. Parce qu'il y a une crise de confiance. Et sur le théâtre de la crise anglophone, on a suivi le cardinal Christian Toumi, malgré le refus d'un accord, d'une autorisation pour sa conférence générale anglophone. Il a adressé une lettre aux populations de ces deux régions afin qu'elles se prononcent sur la forme de l'État via les réseaux sociaux. Cyril Sambaka, comment appréciez-vous l'initiative au moment où le gouvernement ouvre le front du désarmement des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés dans les régions anglophones, le cardinal qui lui invite les populations à s'exprimer sur la forme de l'État en réagissant à travers des mails ou des messages sur la toile? C'est une très bonne réaction. Il faut d'abord dissocier Boko Haram avec la crise anglophone. Ouais. C'est le préalable. Je crois que chaque Camerounais devrait dissocier cela. Ensuite,
la commission qu'on a mise en place, s'il s'agit du sud-ouest et du nord-ouest, c'est vrai, Richard Bona nous a appris que le Cameroun, c'est un pays compliqué. C'est difficile à comprendre. Vous voyez? Mais moi, j'entrevois le fait que quand on manque de poser les actes de pacification, à savoir le dialogue inclusif, le dialogue est toujours le dialogue, ça veut dire qu'on a choisi l'option de la guerre. Et quand on a choisi l'option de la guerre, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, les Nations Unies interviendraient ici, là, en force d'interposition. Et à ce moment-là, on a peut-être pensé mettre donc cette commission pour dialoguer avec puisqu'il doit parler avec les Nations Unies. Quand on parle de cela, il faut avoir une lecture fine de ces choses-là. Ça veut dire que plus tôt les Nations Unies viendront, mieux ce sera pour le Cameroun, parce que dans ce plan d'action, on n'a pas intégré le dialogue inclusif, on a fait comme s'il était déjà passé. Donc on peut s'attendre à ce que si les Nations Unies interviennent ici, qu'il y ait cette commission donc pour dialoguer avec les Nations Unies. On ne dialogue pas avec le peuple camerounais, on crée des commissions pour dialoguer avec les Nations Unies. Que cette commission se concentre au niveau de Boko Haram, oui, avec le soutien de tous les Camerounais. Mais en ce qui concerne le problème du sud-ouest et du nord-ouest, ça va continuer à s'enliser tant que ce préalable du dialogue inclusif, tant que les Camerounais ne vont pas se parler, tant que les Camerounais ne vont pas se pardonner, tant que les Camerounais ne vont pas se réconcilier, il sera difficile d'entreprendre, n'est-ce pas, une commission pour la réinsertion, etc., etc. À votre suite, Jacques Bimaille, sur la mission confiée à Fayengo Francis, coordonnateur national de ce comité de désarmement, démobilisation et de réintégration, comment peut-il réussir sa mission au moment où vous suivez les avis qui sont émis sur ce plateau concernant des préalables qui pourraient compliquer la tâche, notamment dans les régions anglophones? Non, M. Fayengo, c'est un projet. Et un projet, on peut toujours réajuster les choses. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument le résultat. C'est tout ce que je peux dire et je vais terminer. Je pense que le résultat pour l'avenir de notre pays, nous devons nous parler, nous devons nous réconcilier, nous devons regarder dans la même direction. Et je suis convaincu que si nous nous donnons la main, si nous essayons de réajuster, même au niveau de la gouvernance, ce qui peut nous diviser, ce pays va aller très loin. Merci Jacques Bimaille. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Maître Roland Diou, avocat et militant du MRC. Merci à vous Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC. Merci également Edmond Kamga, éditorialiste, consultant sur droit de réponse. Et Jacques Bimaille, expert en aménagement du territoire, membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.